bonjour et bienvenue à l'UNESCO dans cette session du Parlement des entrepreneurs d'avenir intitulée « Pour une économie au service de la vie et du bien commun ». Alors, c'est un titre qui nous interpelle, je pense, parce qu'il présuppose, sinon la défaillance du système économique et financier actuel, du moins un défaut majeur dans sa régulation. En fait, on a du mal à le percevoir hein, quand on est, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, la tête dans le guidon dans nos activités quotidiennes. Mais cette défaillance, elle devient évidente dès qu'on prend un peu de recul. Si on regarde par exemple, je le montre souvent à mes étudiants, moi je suis professeur d'économie, si on regarde l'évolution du PIB mondial, alors le PIB hein, c'est tout simplement la somme des dépenses et des revenus dans l'économie, eh bien on s'aperçoit que notre espèce, l'espèce humaine, au cours des 250 dernières années, qui sont des années de développement industriel, eh bien, malgré des périodes récurrentes de crise économique, malgré des problèmes d'équité dans la distribution des revenus, des patrimoines, on observe quand même une amélioration significative de sa condition matérielle. Ce qui peut être considéré, bien entendu, comme une bonne chose. Mais ce que ces données ne montrent pas, c'est que durant cette courte période, hein, puisqu'en effet 250 ans, rapporté à l'échelle de l'histoire de l'homme, c'est l'équivalent de 2 minutes hein, dans une journée de 24 heures, ce que cette courbe, qui est un indicateur de performance économique, de développement économique, ne montre pas, c'est que les activités humaines ont véritablement impacté le monde naturel de la façon la plus rapide et la plus radicale de l'histoire de l'humanité. En fait, ce que l'on peut observer, si on met en parallèle les indicateurs de développement économique et les indicateurs atmosphériques, biosphériques, les indicateurs de fonctionnement du système Terre, eh bien, on s'aperçoit que cette courbe exponentielle des indicateurs de développement économique, du PIB, des IDE, des transports, en fait, ne sont que le parfait miroir d'autres dynamiques tout aussi exponentielles dans le système Terre. Les émissions de CO2, les indices de déforestation, de perte de biodiversité, lorsqu'on les compile, depuis que les données existent, en fait, prennent cette courbe exponentielle. Donc le consensus aujourd'hui, c'est qu'il existe une causalité claire entre la croissance économique, qui n'est finalement que la croissance du PIB, et le dérèglement du système Terre. J'avais fait le calcul il y a quelques années, le coefficient de régression, c'est-à-dire le coefficient qui donne la relation entre la variation du PIB et les émissions de CO2, il est très proche de 1, il est de 0,98. Donc on est vraiment sur une causalité claire. Et ce qui est très inquiétant, c'est que dans le même temps, il existe une rétroaction hein, du système Terre vers le système économique. On est en train de vivre, le rapport du GIEC le rappelait récemment, une cascade d'événements biosphériques, atmosphériques, qui crée, bon, sinon un risque d'effondrement social, mais du moins un risque de perturbation très forte de nos sociétés. Alors, cette nouvelle donne, très clairement, c'est un défi à notre intelligence collective, tout simplement parce qu'elle rend caduque bon nombre de modèles, de cadres cognitifs dont on a hérité. Mais néanmoins, depuis un demi-siècle, on voit des voix se lever. Alors, en premier lieu, c'était principalement des philosophes, certains dès les années 50, je pense à Jacques Ellul, à Bernard Charbonneau, à Ivan Illich. Puis on a des économistes qui se sont mis à étudier ce phénomène. Alors il y a Schumacher, par exemple, en 1972, le fameux rapport Meadows du Club de Rome sur les limites de la croissance, qui avait tout vu venir. Et puis, plus récemment, une nouvelle génération d'économistes. On peut citer par exemple les travaux de Herman Daly, Kate Raworth ou Tim Jackson, qui s'interrogent en fait sur les nouveaux sentiers de prospérité dans une société ou dans une économie post-croissance. Alors, ça, c'est la théorie, mais force est de constater que malgré ces progrès des connaissances, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à infléchir dans la pratique nos modèles de développement pour des raisons peut-être techniques, politiques, voire même idéologiques. Alors,
Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble à cette question, et voir comment on pourrait essayer de sortir par le haut de cette crise, qui est une crise absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Et donc j'ai la chance d'avoir à mes côtés 3 intervenants de très haut niveau, alors qui occupent des positions sociales assez différentes, mais qui permettront peut-être de juxtaposer les points de vue, et puis peut-être à la fin de la séance d'y voir un peu plus clair. Alors, je vais commencer par présenter donc, Timothée Paric, qui est à ma droite. Timothée, vous êtes chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède. Vous avez récemment rédigé une thèse de doctorat qui porte sur la décroissance, thèse de 2019 qui s'intitule The Political Economy of Degrowth. Et c'est un sujet que vous explorez également dans votre premier ouvrage, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. À ma gauche, j'ai la chance d'avoir M. Carlos Alvarez Pereira. Vous êtes le vice-président du Club de Rome. Vous êtes ingénieur aérospatial. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique de Madrid. Et puis plus tard, vous êtes devenu, et pour longtemps, un entrepreneur dans le secteur des services informatiques à l'échelon international, en Espagne, en Suisse, en France et en Allemagne. Puis en 2020, vous avez créé et présidé juste en 2020 la fondation Inaxis, qui est spécialisée dans la recherche en systèmes complexes et en innovation responsable. Et vous vous consacrez maintenant à promouvoir l'émergence d'un changement de civilisation vers le bien-être équitable au sein d'une biosphère saine. Vous conseillez également la chaire UNESCO Global Understanding for Sustainability à l'université de Jena, ainsi que l'Institut international Bateson et le projet Sweet Edge de transition 100% énergie renouvelable en Suisse. Et vous êtes aussi membre de différentes instances, telles que le conseil scientifique de l'Institut d'études avancées en transition à l'Université de Montpellier, la World Academy of Art and Science, et vous enseignez également l'économie circulaire. Et enfin, à ma gauche, donc à la gauche de Carlos, nous avons la chance d'avoir Fabrice Bonifay, qui est le directeur développement durable et qualité, sécurité et environnement du groupe Bouygues. Vous avez mission d'animer et de coordonner la démarche développement durable RSE du groupe. Pour cela, vous participez en appui des managers à l'évolution des modèles économiques et des unités opérationnelles. Vous pilotez des projets transverses, associés notamment à la stratégie, des projets portant sur le climat, la biodiversité, la ville durable, les achats responsables, l'économie circulaire et de la fonctionnalité. Vous êtes également le président du Collège des directeurs du développement durable, le C32. Vous êtes administrateur du Shift Project et co-auteur notamment du livre « L'entreprise contributive, conseiller monde des affaires et limites planétaires » aux éditions Dunod. Vous êtes ingénieur et vous enseignez également à l'Université Dauphine dans le master développement durable et organisation, à l'ENSAM et à l'ESTP dans le master spécialisé habitat et construction durable. Donc nous avons un panel d'intervenants assez large. Donc on va essayer, en juxtaposant les perspectives, d'y voir un petit peu plus clair. Alors je voudrais peut-être commencer par me tourner d'abord vers Timothée. Donc Timothée, vous êtes chercheur, vous avez donc un regard scientifique sur la question. Donc, est-ce que pour essayer de baliser la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, vous pourriez nous expliquer en quelques minutes pourquoi finalement notre système économique fondé sur la croissance n'est plus aujourd'hui en mesure de servir la vie et le bien commun, et finalement ce qu'il faudrait peut-être mettre en place pour y remédier. Merci. Bonjour à tous. Oui, moi, la première pensée qui me vient, c'est qu'une économie ne peut pas être au service de la vie si, dans son fonctionnement même, elle ne vient pas respecter les règles de la vie. Donc, l'une des premières règles de la vie, on a les lois de la biologie, on a les lois de la physique. Toute vie sur Terre et tout système biophysique répond à une certaine finitude, à une certaine proportion, à une certaine mesure. Donc tous les systèmes terrestres connaissent des phases de croissance, de stagnation, de décroissance, de renouveau, de régénération, de naissance, d'effervescence. Et à côté de ça, dans ce système complexe, évolutif, qui danse en fonction de tous ces rythmes, nous, on a construit une économie qui fait ça.
C'est tout. Donc c'est même pas une défaillance dans le sens où ça marche très bien. C'est une économie qui est designée pour croître, avec la définition de la croissance la plus simpliste qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que moi, si je vous dis croissance, imaginez pas la plante qui devient arbre, le fœtus qui devient humain, le progrès, l'innovation. Non, la croissance, c'est l'empilement des points de PIB qui lui-même est un indicateur d'agitation monétaire. Imaginez la fourmilière, on balance un caillou, ça s'agite, et ben l'économie c'est pareil. Vous balancez un caillou, il y a un feu de forêt, il faut s'agiter pour l'éteindre, ça fait augmenter le PIB. Est-ce qu'on s'est enrichi? Je ne sais pas. Donc là, moi, ma première pensée, c'est déjà, il va falloir se débarrasser d'un certain nombre de prêt-à-penser qu'on a en économie depuis des décennies. Et donc là, aujourd'hui, on n'en est plus à notre maison brûle et nous la regardons brûler, c'est notre maison brûle et nous jetons joyeusement de l'huile sur le feu et nous appelons ça du progrès. Nous appelons ça du progrès, nous appelons ça de la croissance. Alors, la première chose, là, c'est l'aspect général qui vient se traduire par une discussion très technique et horriblement inintéressante, qui est celle du découplage et de la croissance verte. Et j'ai passé quelques années dans cette prison intellectuelle qu'est la littérature scientifique sur la croissance verte. Je ne le recommande à personne, c'est une forme de torture. Mais ce qui en ressort, c'est quand même un consensus assez grave. C'est-à-dire que la croissance verte, telle qu'on l'entend dans les bouches des gouvernements, des organisations internationales, des entreprises et de certains entrepreneurs qui sont assez optimistes quant à l'avenir, est une fable sans aucune fondation empirique et théorique. Et je vous dis ça vraiment sans exagérer. Hein. On a ce qu'on arrive à observer comme découplage, c'est-à-dire le début d'une dissociation entre la croissance du PIB et les pressions sur l'environnement qui sont souvent simplifiées à un seul indicateur qui est juste le carbone, c'est l'ombre du départ de la bande-annonce de l'espoir possible d'une conciliation entre ce mouvement de croissance exponentielle économique et la finitude écologique. Mais c'est une conciliation qui n'arrivera jamais, c'est une conciliation qui n'est jamais arrivée, et c'est une conciliation que nous essayons déjà d'obtenir depuis au moins 2 décennies, sans aucun résultat. Donc la deadline se raccourcit, les possibilités s'amoindrissent, le défi devient beaucoup plus difficile, parce que bien sûr, si on parle de carbone, le budget carbone est de plus en plus petit, le changement climatique est de plus en plus rapide, et donc ça veut dire que le découplage qui était impossible, mais quand même un peu moins impossible qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, paraît aujourd'hui complètement déraisonné, déraisonnable. Donc à côté de ça, moi, c'est pour ça que c'était ma première entrée sur la décroissance. Et je me dis, bon, c'est simple, hein, si vous avez votre économie, vous avez une économie d'un pays comme la France, et c'est généralisable à tous les pays à haut revenu. Ces économies sont dans un état d'obésité biophysique. Donc vous les mettez, vous savez, avec les donuts qui montent la capacité de charge des écosystèmes représentée par des limites planétaires. Quand vous regardez ça, vous voyez du rouge partout. Donc ce sont des économies qui ont ce qu'on appelle un métabolisme sociétal, qui mangent énormément de ressources et qui rejettent énormément de pollution. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a certaines personnes qui vont dire oui, alors il faut réduire nos empreintes de cela, il faut diviser notre empreinte matière par 3, il faut revenir à un stade d'utilisation des sols de tel, mais ça va être plus facile de le faire en produisant plus qu'en produisant moins. Et, voilà, moi je commence à être un petit peu fatigué de cette carte joker, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique la logique derrière cette chose-là. Donc moi ça m'a amené cette réalisation qui est aujourd'hui un fait consensuel scientifique, hein, l'IPBES le dit, on le voit dans le GIEC, on a 900 études empiriques pour le montrer, que si l'on ne peut pas verdir, c'est-à-dire concilier le fonctionnement d'une économie, non seulement, pas seulement sa croissance, hein, le fonctionnement même d'une économie à un niveau tel de production et de consommation qui est aujourd'hui très haut. Si on ne peut pas le concilier avec la soutenabilité écologique, et que l'on a peu d'espoir
de le verdir sur les années à venir, il va falloir réduire les niveaux de production et de consommation. Il n'y a pas de plan B. Donc là, aujourd'hui, avec le discours sur la sobriété, on s'ouvre très doucement à ces questions, même si on reste sur une espèce d'ambiguïté, un grand écart intenable, comme quoi, oui, on peut faire de la sobriété au niveau de la consommation tout en continuant à produire plus. Ça aussi, il va falloir m'expliquer, parce que bon, j'ai peut-être mal compris comment fonctionnait l'économie, mais il y a quand même un moment donné, ça ne marche pas. Donc ça, c'est mon premier point sur mettre l'économie au service de la vie. Aujourd'hui, ça veut dire respecter les limitations de vitesse des écosystèmes. Les écosystèmes, et c'était vraiment la belle théorie de l'économie stationnaire d'Herman Daly, c'est que les écosystèmes, ils ont des capacités de charge, comme un ascenseur. Ascenseur, 5 personnes, 600 kilos. Si vous rentrez à 12 dedans avec 2 tonnes, eh ben, il va y avoir un problème. Et pareil pour une pêcherie, pareil pour un lac, pareil pour le climat. Donc aujourd'hui, eh ben, il faut que ces contraintes écologiques deviennent une règle indépassable pour jouer au jeu de l'économie. Imaginez un jeu de foot, et il y a les lignes de touche sur les côtés. Alors, on joue à l'intérieur. Ben, les lignes de touche, c'est l'équivalent des limites planétaires. Quoi qu'on fasse à l'économie, toutes les conventions sociales qu'on utilise, on peut faire ce qu'on veut, mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est dépasser ces limites planétaires. Parce que si l'on dépasse ces limites planétaires, on sait que quoi qu'il se passe à l'intérieur, du point de vue social, finira tôt ou tard par s'effondrer. Donc c'est là où on a déjà la première connexion. L'économie doit être au service de la vie, plutôt en adéquation, en proportion avec la vie, parce que c'est une question de taille, on l'a bien compris, hein, la capacité de charge des écosystèmes, c'est une question de taille. La pollution, c'est une question de taille. Et donc la soutenabilité de l'économie, c'est une question de taille. Et donc on va bien dans des économies de croissance, c'est des économies qui grossissent le problème. Donc on va avoir besoin d'une certaine décroissance pour réamener le métabolisme biophysique des économies riches à revenus, déjà riches, on pourrait même dire, pour qu'elles reviennent en dessous de leurs limites planétaires. C'est le premier point. Et après, une fois qu'on a fait ça, on se pose la question de la deuxième limite, c'est-à-dire celle du bien commun. L'économie aujourd'hui, l'économie de croissance, le capitalisme de croissance, tourne autour de la maximisation d'indicateurs financiers, le PIB pour les gouvernements, les profits pour les entreprises, les revenus pour les individus. C'est un jeu de Monopoly. Chaque forme d'économie est un jeu. C'est un jeu, nous définissons les règles, les indicateurs, nous en définissons l'objectif. Donc aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est d'accumuler des points d'argent, des points d'euros. Bon, j'ai envie de dire, bon, ça c'était peut-être marrant pendant quelques décennies. Aujourd'hui, 21e siècle, dans la complexité des économies modernes, il serait peut-être temps de passer d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Donc pas une économie qui fonctionne par les prix et pour les profits, mais plutôt une économie qui fonctionne par les besoins et pour le bien-être. Donc pour moi, ça veut dire ça, vraiment, mettre l'économie au service du bien commun, c'est revenir à l'essence même de ce qu'est une économie. Une économie, c'est un agencement, un écosystème de protocoles sociaux qui nous permettent de nous contenter, de satisfaire des besoins, d'améliorer nos capacités. Et donc, le but de l'économie, c'est le bien-être. Donc si c'est cela, et si nous admettons, et c'est aussi important, que le bien-être est un objectif qui répond à des seuils de satiété, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de produire une certaine quantité de médicaments chaque année en croissance exponentielle. Nous avons besoin des médicaments dont nous avons besoin quand nous sommes malades pour retrouver la pleine santé. Faites l'inventaire de tous vos besoins, vous allez vous rendre compte que chaque besoin a un seuil où vous dites « ça, c'est assez ». Donc pourquoi, alors que la logique des besoins à l'échelle individuelle, et même la logique des communautés à l'échelle d'une ville, ou même à l'échelle des pays, peuvent répondre à cette logique du assez, nous avons un système qui, lui, est basé sur la maximisation d'indicateurs abstraits. Donc là, et je terminerai là-dessus, pour ne pas être trop long, je ne sais pas combien de temps j'ai, encore une minute. Une minute. Alors, moi, dans le livre, j'ai mis une montagne inversée sur la couverture de Ralentir ou Périr. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment une économie qui est à l'envers. C'est-à-dire que notre économie, elle fonctionne avec la contrainte financière étant la plus haute, priorité numéro 1. Donc, si vous êtes mort de faim et que vous voulez manger, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas le faire. Si vous êtes une ville et que vous devez construire une piste cyclable, parce que les gens en ont besoin, parce que ça contribuerait à faire baisser les émissions, mais que vous n'avez pas l'argent pour la payer, vous ne pourrez pas construire votre piste cyclable. Donc,
le social et l'écologique est contraint par le financier. Ce qui est quand même un petit peu bizarre, parce que l'écologique répond à une réalité réelle, celle des écosystèmes, le social aussi, celle de notre budget temporel, de notre temps, de nos relations sociales, alors que le financier n'est qu'une pure invention institutionnelle, une pure convention humaine. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre d'organiser toute notre réalité, la complexité du social écologique, en fonction des points de PIB dans notre jeu du monopoly capitaliste géant. Donc ça, il faudrait complètement le renverser. Le renverser avec une hiérarchie des objectifs. On l'a vu, la ligne de touche, c'est les limites planétaires. Quoi que nous fassions, si nous ne sommes pas écologiquement soutenables, au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. Ensuite, une fois qu'on s'est posé la question de est-ce que cette activité est écologiquement soutenable, passons au deuxième niveau, est-ce que cette activité a un sens social, c'est-à-dire une utilité? C'est comme ça que moi j'interprète le bien commun, est-ce que ça va produire quelque chose dont nous avons vraiment besoin? Si nous n'en avons pas besoin, et là vient ici qualifier une grande partie de notre économie aujourd'hui, hein, on pourrait taper un petit peu sur les secteurs publicitaires, mais on fera ça sûrement pendant la discussion. Si cette activité n'a pas d'utilité sociale, à quoi bon s'agiter? Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on est dans la ligne de touche écologique, on a répondu à la question de la raison d'être qui est liée aux besoins, qui est liée aux capacités, qui est liée au bien-être, et bien là on peut se poser la question super chiante, entre comptables et économistes, de la viabilité économique. En se rappelant que les questions de viabilité économique sont vraiment une sous-partie qui reste encastrée dans une sphère du social beaucoup plus large, elle-même encastrée dans une sphère de l'écologie encore plus large. Merci. Merci Timothée pour avoir si bien défini les enjeux de la discussion. Alors je retiens de votre intervention l'idée que effectivement, les 5 étapes de la croissance de Rostow, c'était la métaphore d'un avion qui s'envolait et en fait, il n'avait pas prévu que l'avion, à un moment donné, devrait peut-être penser à atterrir. Et effectivement, à l'époque où il écrivait, on concevait le système économique comme un tout qui n'avait pas d'extérieur qui le supporterait. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, à la faveur des événements, que tout système économique est contraint par des limites. Alors moi, j'aurais une question à vous poser concernant la dimension sociale. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les États, les gouvernements aiment la croissance, c'est que la croissance permet, lorsque c'est une croissance pro-pauvre, une croissance qui est tirée par la demande, c'est une croissance qui permet d'accroître les revenus des personnes les plus vulnérables. Or, si on passe du jour au lendemain à un système dans lequel il n'y a plus de croissance possible, le seul vecteur d'augmentation des revenus des personnes les plus vulnérables, à ce moment-là, ça devient la redistribution des revenus. Donc ma question, finalement, elle porte sur la faisabilité politique du changement de régime économique qui serait basé sur un État stationnaire à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle internationale, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a de nombreux pays qui sont très loin d'atteindre les objectifs du développement durable, notamment les objectifs économiques et sociaux. Et si on regarde le dernier rapport de la CNUSED, Commerce et Développement 2022, en fait la crainte, c'est que le ralentissement économique international, c'est-à-dire une forme de décroissance, mais qui serait quelque part subie par le côté anarchique de la production capitaliste, et puis renforcée par les décisions des principales banques centrales, finalement viendrait annihiler plusieurs décennies d'efforts pour le développement dans ces pays. Alors comment faire pour finalement concilier les limites planétaires avec l'exigence de justice, d'équité et de prospérité? Très vaste question, il vous reste 2 minutes. Waouh! Alors commençons sur ce concept assez spécial de croissance pro-pauvre. Alors la croissance, aujourd'hui, si vous prenez 100 $ de croissance à l'échelle globale, vous avez à peu près 1 $ ou moins qui se retrouve dans les poches des plus pauvres. Donc, en gros, si vous voulez faire sortir tous ceux qui sont aujourd'hui dans la pauvreté la plus extrême, on va dire en dessous de 1,90 $, il faut multiplier la taille de votre économie globale par 173 et ça prendrait à peu près 200 ans. Donc on se rend compte que là, quand même, il y a une certaine impossibilité et aussi une certaine inefficience.
Enfin, je veux dire, cette histoire de, pareil en France, un pays aujourd'hui où il y a une pauvreté qui augmente, de se dire on va faire croître l'économie dans son ensemble et on espère que ça va ruisseler dans les poches des plus pauvres, c'est quand même la plus grosse farce néolibérale jamais créée. Ça n'a aucun sous-basement théorique, ça n'a jamais marché. Donc, il faut arrêter déjà de penser que la croissance est une carte joker pour des questions difficiles de prédistribution, de distribution et de redistribution des richesses qui ne sont pas seulement monétaires, mais qui sont diverses. Alors là, il y a une autre question qui est absolument fascinante, qui est celle de l'échange inégal. Parce qu'on pourrait se dire, bon d'accord, un pays comme la France, aujourd'hui nous savons qu'il y a un surplus national énorme. Donc en France, ce surplus que Pierre Concialdi avait estimé, il est de 44%. Donc c'est-à-dire que si vous prenez le revenu national français et que vous le comparez à la quantité d'argent qui serait nécessaire pour satisfaire les besoins de toute la population française, eh bien vous vous retrouvez qu'un surplus de 44%. En gros, si on supprimait 44% du revenu national en France, mais qu'on avait une distribution équitable, personne ne serait pauvre. Donc dans un pays comme la France, on voit bien que la pauvreté n'est pas une question de production, de manque de logement, de manque de nourriture, de manque de médecins, c'est une question d'allocation, d'organisation, de qualité, d'accès. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, dans l'économie internationale. Mais c'est là qu'interagit un effet encore plus insidieux, c'est de penser que, dis donc, les pays à revenus vont décroître, et donc ils vont moins importer des pays du Sud, et donc ils vont mettre les pays du Sud dans la panade. Cet argument est faux parce qu'il prend pour hypothèse que la mondialisation, le commerce international et la croissance des pays du Nord enrichit les pays du Sud. Ce qui est complètement faux. Déjà, commençons par l'aspect écologique. Ce que certains chercheurs ont décrit comme le mode de vie impérial des pays à revenus demande une empreinte écologique colossale. Ce sont des matériaux, des minéraux, du sable, des biodiversités, bien sûr, qu'on ne vient pas chercher en France. Ce sont des choses qu'on vient importer de l'étranger. Donc non seulement nous déprivons les pays du Sud, qui sont les pays aujourd'hui qui ont le plus besoin d'énergie et de matériaux, non seulement pour pouvoir produire et consommer plus, car ils sont dans une situation de pauvreté, aussi pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique, surprise, surprise, notre changement climatique, car principalement, ce sont les conséquences de notre modèle de développement. Je vous rappelle un chiffre, donc le dépassement du changement climatique à partir de 350 ppm, ce sont les pays du Nord à 92% qui en sont responsables. Donc là aussi, de se dire, aujourd'hui, la décroissance dans les pays du Nord, c'est une façon de venir libérer des ressources et un espace climatique pour justement permettre un développement, le développement le plus soutenable possible dans les pays du Sud, qui n'a pas besoin d'être un développement aussi simpliste que notre modèle capitaliste d'après-guerre qui cherchait simplement à maximiser les agrégats monétaires. Ça peut être des formes de prospérité diverses, le buen vivir sud-américain, l'Ubuntu africain, l'éco-soirage indien, mais on sait quand même que ces modèles de prospérité, aussi divers soient-ils, vont avoir besoin de ressources, d'énergie, de matériaux, de sols, de biodiversité, et que si nous, pays déjà riches, continuons à mobiliser ces ressources avec nos économies obèses, au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. Très bien, merci Timothée. On comprend bien toute la complexité, toutes les contradictions, toutes les difficultés qu'il y aura à passer vers ce nouveau régime de régulation économique. Alors, il me semble qu'une difficulté assez immédiate qu'on va rencontrer dans la discussion, au-delà des problématiques macroéconomiques, c'est que dès qu'on va essayer d'implémenter, pour utiliser un mot idoine, ce genre de raisonnement dans le fonctionnement des organisations, eh bien, pour reprendre les termes de Timothée, on va se heurter au fait que finalement le capitalisme est une économie monétaire de production dans laquelle la règle du jeu, c'est de gagner des points de monnaie, et que l'objectif des organisations dans cette économie, généralement, ça ne va pas être la résilience, ça va plutôt être la croissance de KPI, d'indicateurs, de vente, de parts de marché, de profits distribués aux actionnaires. Alors, on va essayer maintenant de comprendre comment on peut tenter de mettre l'entreprise, la grande entreprise, au service de la vie et du bien commun. Et pour ce faire, je vais me tourner vers Fabrice. Donc Fabrice, vous avez une grande expérience de directeur du développement durable à très haut niveau. Vous avez participé à des stratégies de transformation d'organisation. Est-ce que selon vous, là aussi, grande question en quelques minutes, est-ce qu'il est possible
de concilier le monde des affaires tel qu'il est et les limites planétaires dont vient de nous parler Timothée. On pense que c'est possible, parce que sinon il y a... Il y a un complot. On ne veut pas faire parler les entreprises. Oui, donc on pense que c'est possible parce que sinon ce serait désespérant. Donc il y a des livres qui dénoncent en fait le fait qu'on surexploite les ressources et qu'on va dans le mur. Ça fait longtemps que les scientifiques le dénoncent, ça fait 70 ans. Et puis mon voisin de droite va le dire mieux que moi. Et avec ma co-autrice Céline Puffardi-Juilly, il y a quelques années, on s'est dit, des livres sur le comment, enfin sur le pourquoi, il y en a plein, mais le livre sur le comment, il n'y en a pas beaucoup. Alors on a essayé d'en commettre un en s'appuyant donc sur les entrepreneurs et les entreprises qui ont compris ce qu'a dit Timothy tout à l'heure. Et l'objectif, c'était de donner envie à tous les autres de s'y mettre, de créer une espèce de holà de la vertu pour arriver à une masse critique qui fera que tous les entrepreneurs vont accepter de faire un changement dans leur modèle d'affaires, parce que tout ça, c'est un problème de modèle d'affaires. Alors, il y a cinq piliers à prendre en compte pour arriver à faire ce changement radical. Parce que l'objectif pour une entreprise, c'est pas, à ce stade-là de l'urgence, c'est pas de faire un peu mieux ce qu'elles ont toujours fait. Ça ne va pas suffire. Quand on voit les chiffres, le côté vertigineux des chiffres, ce n'est pas une question de verdir à la marge des systèmes de production qui sont déjà obsolètes. Il faut vraiment mettre en place une approche beaucoup plus radicale. Donc première approche, si on considère que les limites planétaires sont indépassables, c'est d'arrêter de faire des budgets ou des prévisions qui s'appuient simplement sur la main invisible du marché. Aujourd'hui, 100% des boîtes, quand ils font leur plan d'affaires, ne se préoccupent pas du tout des limites planétaires. Ils se positionnent par rapport à la concurrence, ils se positionnent par rapport à l'innovation, ils se positionnent par rapport aux supposées attentes et besoins des clients. Et puis, à partir de là, ils se disent, comme on est un peu plus malin que les autres, on va faire 2-3% de plus que les autres, et comme ça, on va pouvoir apparaître comme plus sexy vis-à-vis des investisseurs et des actionnaires. Toutes les boîtes font ça. Voilà. Alors, bien sûr, il y en a qui ont plus ou moins de talent pour le faire, et qu'ils y arrivent d'ailleurs, mais tant que la planète était grassouillette et résiliente, pas de problème. Ça a fonctionné pendant des décennies, ce système-là. Enfin, ça a fonctionné dans les pays du Nord essentiellement. Sauf que maintenant, qu'on arrive à ces limites planétaires et qu'on en a déjà dépassé 6 sur 9, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir refaire ce coup-là pendant très très longtemps, parce que, on tape les limites et les changements climatiques en cours commencent à provoquer des ralentissements de l'économie, non pas parce qu'il n'y a pas assez d'innovation technologique, c'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources, tout simplement. Donc il faut partir des ressources. Qu'est-ce qu'on a le droit d'émettre comme CO2 pour faire notre plan d'affaires? Et bien là, ce qu'on a le droit d'émettre comme CO2 pour faire notre plan d'affaires aujourd'hui, c'est zéro. Zéro. Donc, est-ce qu'on va gagner tous autant d'argent avec des plans d'affaires où on va devoir ne plus émettre 1 gramme de CO2? À mon avis, là, ceux qui ont très très bien réussi dans un monde qui ne comptait pas ce qu'il fallait compter, vont peut-être pas être les plus malins pour réussir dans un monde où il va falloir compter réellement ce qui compte. Je ne sais pas si je suis bien clair. Donc ça se questionne tout de suite, ce qui a été dit, c'est, alors pas au niveau économie, c'est au niveau de la raison d'être des entreprises. Est-ce que le produit que je fabrique, est-ce qu'il est vraiment utile? Alors, aux clients déjà, parce que la plupart du temps, on le sait, les entreprises, beaucoup d'entreprises imaginent des produits dont les gens n'ont pas forcément besoin. C'est Black Friday hier. On leur fait acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, tout ça pour impressionner d'autres gens qui n'en ont rien à foutre. C'est ça, en fait, le modèle qu'on a aujourd'hui. Je savais que ça plairait, ça plaît à chaque fois, ça. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon produit répond aux besoins essentiels de mes clients? Et surtout, comment je le fabrique? Parce qu'il peut y avoir des produits qui répondent à des besoins essentiels, ne serait-ce que de la nourriture, mais on peut mal le faire. Donc il faut cocher les deux cases, la case de l'utilité, et puis aussi la façon dont on va pouvoir le réaliser en respectant les limites planétaires, qui doit être le driver principal de ce type d'entreprise. Alors on en arrive à... on parle de transition. Tout le monde nous parle de transition. En fait, la transition, c'est comme la croissance verte et le découplage, c'est une fake news. Il n'y a aucune transition. Ça n'existe pas, la transition, aujourd'hui. Donc, en fait, on fait croire que la transition, c'est on va remplacer ce qui est considéré comme mal
alors qu'on l'a chéri pendant des années, hein, ne serait-ce que les énergies fossiles, par des trucs qui vont être vachement bien, hein, les énergies renouvelables, l'hydrogène, etc. C'est ça la transition, c'est un remplacement. Bon, ben, on sait très bien, quand on regarde les grandes tendances, qu'il n'y a jamais eu de remplacement de rien du tout depuis que le monde est monde. Et que les énergies fossiles, eh bien, les énergies renouvelables, plus exactement, on les a empilées sur les énergies fossiles, et les énergies renouvelables n'ont pas remplacé les énergies fossiles. Alors on va dire, voilà, maintenant on va les remplacer pour de vrai. Ah bon, alors quand on fait un calcul de coin de table, au Shift Project, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le mix énergétique mondial, il est à 20% ENR, en regardant large, hein, et 80% carboné. Si on se souvient ce que nous disent les gens du GIEC, il faut qu'on soit net zéro dans 27 ans. Ça veut dire que les 80% d'énergie fossile qui correspondent au mix énergétique mondial, il va falloir donc les éliminer en 27 ans et produire ce que les énergies fossiles produisent aujourd'hui avec des énergies renouvelables. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire encore cela? Compte tenu que la densité énergétique des ENR est beaucoup plus faible que les énergies fossiles, qu'il faut 10 fois plus de matériaux et de métaux pour produire la même quantité d'énergie que les énergies fossiles avec des ENR, et que tout le monde sait que beaucoup des ENR dont il s'agit, hein, au dehors de l'hydraulique, et si on considère qu'on peut même mettre le nucléaire dans les ENR, ce qui est déjà un raccourci quand même un peu facile, eh bien, on aura quand même un grand problème d'ordre de grandeur en termes de productivité à cause de l'intermittence, des problématiques de stockage, etc. Donc, la transition, en fait, ce n'est pas une transition de remplacement qu'on doit mettre en place, c'est une transition de renoncement. Alors, on en arrive au modèle d'affaires. Ce problème, c'est le modèle d'affaires. Parce que, bon, il y a quand même 8 milliards d'individus sur cette planète qui ont besoin quand même d'avoir un minimum de revenus pour s'acheter de l'essentiel. Et donc, dis-moi comment tu crées la valeur, et je te dirai qui tu es. Parce qu'en fait, dans les ratings d'entreprises qui sont les plus exemplaires aujourd'hui, on est encore sur le moins mal, on n'est pas sur le mieux. Et ce que l'on promeut, nous, maintenant, au Shift Project et au C3D, et ce que j'essaye de faire modestement dans ma propre entreprise, c'est de se dire, bah, finalement, lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce qu'on peut construire, est-ce qu'on peut bâtir, est-ce qu'on peut fabriquer d'une façon différente? Et là, il n'y a pas 50 000 alternatives. Donc, je vais vous prendre un exemple pour être concret. Donc, bon, il y a 6 métiers dans le groupe Bouygues, mais on va prendre celui qui pollue le plus, hein, c'est la construction. Et ça fait un petit bout de temps déjà qu'on a imaginé, bah, est-ce que c'est une fatalité que le secteur de la construction soit l'un des plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Donc à peu près 30%, 25% en France et 43% de l'énergie finale consommée. Mais si avec ça, ce ne serait pas trop grave, mais c'est aussi 50 milliards de tonnes de matériaux. Donc la moitié des matériaux qu'on utilise sur cette planète, c'est pour la construction. Hein, et c'est au niveau du sable. Le sable, c'est le deuxième matériau le plus utilisé au monde, pour la construction d'ailleurs, après l'eau. Sans parler des problèmes d'artificialisation des sols, etc. Donc, on a réfléchi à ça et on s'est dit, bon, ben, comment on peut considérer qu'on puisse construire en éliminant ces externalités. Et donc, on en arrive à trois leviers qui sont les suivants. Premier levier, considérer demain et fabriquer demain, rénover demain des bâtiments qui vont devenir des banques de matériaux. C'est-à-dire où la démontabilité des bâtiments sera pris en compte dès la conception, de manière à ce qu'on puisse récupérer les matériaux pour pouvoir les réemployer à l'infini. Design forever. Eh bien, c'est tout à fait possible de faire ça. Il faut juste le vouloir et mettre d'accord tous les acteurs pour que demain, l'approche linéaire de la construction qui consiste à extraire des matières premières, construire et ensuite démolir avec une génération de déchets en France, 46 millions de tonnes par an, ce n'est pas une fatalité, on peut faire autrement. Donc oui, la construction de demain sera modulaire et elle sera industrielle et modulaire. Deuxièmement, l'intensité d'usage. Quand on regarde les taux d'utilisation des bâtiments, c'est juste effrayant sur la planète. On a des taux qui vont de dizaines de pourcents pour les bâtiments publics, 20-25% pour les bâtiments privés, les sièges sociaux notamment, et même les logements. Il y a une étude récente qui a montré qu'on avait plus de 35% de logements en France qui étaient sous-utilisés. C'est-à-dire que quand les enfants sont partis, les parents restent dans des logements, souvent qui sont bien trop grands par rapport à leur usage.
Donc il y aurait moyen aussi, largement, de faire en sorte que les constructions de demain, non seulement elles vont être modulaires pour la conception-construction, mais elles devront être aussi modulaires dans l'utilisation pour pouvoir faire des logements dans des logements, de manière à moins construire pour moins artificialiser. Parce que le grand levier aussi qu'il va falloir qu'on active aussi, c'est de redonner de l'espace vital pour le vivant, parce que le vivant, c'est vraiment ce qu'il y a vraiment de plus important si on veut maintenir une bonne santé des écosystèmes. Et les bâtiments de demain, ils vont devoir devenir aussi autoproducteurs de leur propre flux, et ça c'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils vont devenir à énergie positive, donc c'est Bouygues d'ailleurs qui a inventé ce concept, et c'est-à-dire produire leur flux physique électrique, leur flux physique eau, leur flux physique chaleur, autoconsommer ces flux, et les partager avec les bâtiments voisins de manière à équilibrer les courbes de charge au niveau des quartiers. Ben, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait possible de le faire, il n'y a pas de limite technologique, c'est surtout des problématiques culturelles. Donc, je pense que ça, c'est des verrous qu'on va pouvoir lever. Mais il reste deux choses à faire, si vraiment on veut vraiment accélérer cette transition du renoncement. Déjà, c'est dans les systèmes d'innovation. Je pense que moi, ce qui me fatigue le plus, c'est de voir que, dans les médias, beaucoup on dit, il va falloir qu'on innove, et que la technologie, le technosolutionnisme va nous apporter donc les solutions pour la transition. On va avoir besoin de la technologie, c'est indéniable. Mais là aussi, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Déjà, première chose, on assiste en ce moment à une espèce de hold-up sémantique entre l'efficacité énergétique et la sobriété. L'efficacité énergétique, c'est ce que font les ingénieurs depuis la nuit des temps, c'est d'arriver à faire fonctionner des machines en utilisant moins d'énergie et moins de ressources. Et ça, on sait le faire. On sait très très bien le faire. Et d'ailleurs, dans l'informatique, dans l'électronique, les moteurs, chaque génération apporte un gain d'efficacité énergétique certain, parce qu'on est de plus en plus malin pour produire les objets du quotidien. Mais ce que l'on gagne en intensité énergétique, on le perd systématiquement en volume. Dès lors que vous avez un produit qui consomme moins de ressources, vous le rendez immédiatement disponible à une plus grande assiette d'acheteurs possible, d'utilisateurs possibles, ce qui fait que ce que vous gagnez en intensité, vous le perdez en volume. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc ça, de considérer que grâce à l'efficacité énergétique, on va pouvoir décarboner de 90% l'économie mondiale, c'est une fake news. La seule chose à faire, c'est la sobriété. C'est de se donner des limites. On revient à cette notion de limite. Et de dire dans chaque industrie, le bâtiment, l'IT, le textile, eh bien, on doit accepter de ne pas dépasser des limites et de faire en sorte que d'itération et de génération, d'exercice en exercice, on baisse notre consommation et qu'on mette l'efficacité énergétique au service de la sobriété, ce qui est très différent. Et à la fin, c'est notre façon de compter. Dans une entreprise, in fine, si on ne change pas le système comptable, on ne fera rien de sérieux. Donc nous, on milite au C3D, et on a fait un pilote chez Bouygues récemment, d'adopter un nouveau système comptable. Alors pourquoi ? Parce que c'est facile de gagner de l'argent lorsque l'on ne compte pas ce que l'on doit. Et aujourd'hui, on compte ce que l'on gagne, mais on ne compte pas ce que l'on doit. À la nature, précisément, parce que vous le savez, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine. Et c'est ça, en fait, le business. C'est notre capacité à transformer le monde avec de l'énergie. Et on met dans le compte de résultat ce que l'on gagne en faisant cela, mais on ne met rien dans les provisions pour charge, les provisions pour renouvellement, pour la protection, ce que l'on devrait mettre comme somme pour régénérer la nature. On ne met rien, c'est gratuit. D'ailleurs, les entreprises qui polluent le plus, c'est les entreprises qui gagnent le plus d'argent. C'est quand même un petit peu contre-intuitif tout ça. Donc, si on veut vraiment changer les choses, il faut absolument inciter et inviter et même obliger les acteurs économiques à adopter un système comptable multicapital où elles devront présenter une fois par an à leurs actionnaires un triple bilan, le bilan environnemental, le bilan social et le bilan économique, mais indépendamment des uns des autres. Parce que jusqu'à présent,
En fait, les entreprises qui gagnaient de l'argent disaient bah, écoutez, je gagne de l'argent, je crée des impôts, je crée des emplois, alors m'emmerdez pas, je peux polluer un petit peu. L'environnement et le social étaient toujours des variables d'ajustement du business. Et ça ne peut plus fonctionner. Merci Fabrice pour cette présentation, pour cette explication, ce point de vue interne à l'entreprise. Effectivement, moi ce que je retiens de votre présentation, c'est qu'il ne s'agit pas de vernir à la marge, on est plutôt dans une période qui appelle à une transition de renoncement. Et à la fin de votre exposé, vous nous avez parlé de la comptabilité et du problème lié au fait qu'on ne compte pas ce qui compte vraiment. Et ça, selon vous, dans quelle mesure cela pourrait expliquer, dans quelle mesure, excusez-moi, je reformule ma question, dans quelle mesure, selon vous, les défaillances du système comptable, tel qu'on a hérité, constituent une incitation aux entreprises pour faire du greenwashing. Le greenwashing qui est un terme qui est rentré dans le dictionnaire d'Oxford, dans le dictionnaire anglais, l'English Oxford Dictionary. Alors ma traduction, c'est le greenwashing, c'est une image de responsabilité environnementale promulguée par une organisation ou pour une organisation, mais perçue comme étant infondée ou intentionnellement trompeuse. Et alors c'est un thème qui prend beaucoup d'ampleur. J'ai même repéré une agence de marketing au Canada qui s'appelle TerraChoice, qui a identifié ce qu'ils appellent les 7 péchés capitaux du greenwashing. Alors je ne vais pas vous faire la liste des 7 péchés capitaux, mais il y en a 2 qui me paraissent assez intéressants. Il y a le premier, c'est no proof. C'est lorsqu'on a des prétentions écologiques sans les appuyer par des informations quantifiées, ce qui renvoie au système comptable. Et la deuxième, qui est plus insidieuse, enfin le deuxième péché capital, qui est plus insidieux peut-être, c'est celui du moindre mal. C'est une prétention qui peut être vraie à l'intérieur d'une catégorie de produits, mais qui en fait qui va détourner l'attention du consommateur, l'attention de la société, de l'impact environnemental de la catégorie elle-même. Vous savez qu'aujourd'hui, on a du lobbying pour que les marchands d'armes puissent faire labelliser leur production comme une production soutenable. Voilà. Est-ce que finalement, on n'est pas face à un problème de comptabilité? C'est pas ça qui verrouille tout finalement dans l'entreprise. Bah, si, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les 5 conditions. Enfin, il y a 5 planètes alignées, donc c'est ça qui rend la difficulté. Donc il faut énormément de leadership si on veut sortir de ces injonctions contradictoires. Vous savez, dans le greenwashing, c'est ce que Blaise Pascal disait, en fait, c'est on mélange du vrai avec du faux. C'est encore plus dangereux que le faux complet. Et donc les entreprises qui font du greenwashing, c'est des entreprises qui ont peur, en fait, tout simplement. Elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles n'ont pas compris que de toute façon, ce qui est en train de se passer, ça les dépasse complètement. Et c'est bien qu'il y ait des ONG d'ailleurs qui dénoncent ces mensonges. Il y a quelques années, ça passait. Ça passait. Maintenant, ça passe plus parce que les gens ont appris à compter. Il y a un certain nombre de la société civile est de plus en plus vigilante. Et donc, les entreprises qui font du greenwashing, finalement, abîment leur réputation. Il vaut mieux faire, enfin moi c'est la préconisation que je donne aux entreprises, à commencer par la mienne, il vaut mieux faire preuve d'humilité, de sincérité et de pas nier les problèmes. Parce qu'on ne pourra pas de toute façon tout changer, hélas, trop rapidement. Je voudrais bien, moi pourtant, vu le temps qui nous reste. Mais les entreprises qui seront le mieux reconnues, je pense, demain, sont celles qui avoueront le problème. Et il y en a tellement peu aujourd'hui. Et pour ça, il faut juste faire preuve d'un peu de courage, de lucidité et surtout d'arrêter de mentir. Très bien, oui, effectivement, le risque réputationnel devient une vraie problématique pour les entreprises. J'ai une étudiante qui fait un mémoire justement sur le greenwashing et qui parlait de cette filiale de Deutsche Bank, DWS, qui affirmait qu'elle détenait en fait 50% de ses actifs en tant qu'actifs verts, actifs fléchés ESG. Mais en fait, il y a des documents internes à l'entreprise qui ont fuité et qui ont établi que ce montant était largement surévalué, à la suite de quoi le cours boursier a fortement diminué, un mini-crack de 13% en 2 jours pour cette entreprise. Néanmoins, c'est vrai que dans un monde, une économie monétaire de production, où la règle du jeu est calée sur l'accumulation de monnaie, dans laquelle, dans les écoles de commerce, on enseigne toujours aux étudiants le dogme de la création de valeur actionnariale, où on a des outils financiers qui vont mathématiquement donner plus de poids au court terme qu'au long terme.
moi, à titre personnel, je m'interroge sur la réaction que pourrait avoir un comité de direction où on dirait, ben, voilà, les actionnaires, cette année, ils n'auront pas leurs 15%, à leur place, on va leur donner un donut. Symboliquement. C'est symbolique, oui. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup, Fabrice, pour cette présentation. Alors, bon, on comprend bien maintenant tous les enjeux arrivés à mailler l'échelon macro, l'échelon micro. Donc jusqu'à présent dans la discussion, on a eu un cadrage scientifique, on a eu un retour d'expérience concrète, mais je crois qu'il nous reste encore une étape à franchir, c'est essayer de comprendre par quel levier, par quel mécanisme on pourrait finalement essayer d'enclencher une spirale vertueuse, parce qu'on s'aperçoit que finalement l'économiste ne peut pas grand-chose sans les acteurs, et les acteurs ont besoin d'opérer dans un cadre légal, un cadre de régulation qui est favorable à cette transition. Donc comment faire pour enclencher cette spirale vertueuse, pour essayer finalement de changer d'échelle et peut-être de basculer sur un nouveau modèle économique, post-croissance, qui serait à la fois équitable et soutenable. Alors, nous avons la grande chance d'accueillir Carlos aujourd'hui. Carlos, qui est donc le vice-président du Club de Rome à cette table ronde. Alors, le Club de Rome, c'est véritablement une institution pionnière qui réfléchit à ces questions depuis 50 ans maintenant, dans une perspective internationale, multidisciplinaire et multi-acteurs. Alors, Carlos, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement, selon vous, comment on pourrait faire, quelle méthodologie, quelle approche on pourrait adopter pour réaliser cette transition dont on voit qu'elle est, enfin, ou ce basculement dont on voit qu'il est appelé à la fois par les scientifiques et par les acteurs. Mais pourtant, dans la réalité, on voit qu'on est en train d'accélérer face au mur. Et vous voulez que je fasse ça en quelques minutes? Vous avez 5 minutes. Cette question toute simple. Bonjour tout le monde, merci d'être là un samedi matin. Donc vous avez parlé un petit peu du Club de Rome, je vais en dire 2 mots de plus, parce que la plupart des personnes dans la salle étaient très loin d'être nées quand le Club de Rome a été créé. C'était en 1968, donc une année riche en événements, comme vous le savez bien. Et c'est une organisation d'une centaine de personnes dans le monde entier, de beaucoup de pays différents, qui réfléchissent ensemble à partir d'expériences complètement différentes, puisqu'on a des gens du monde de la science, de la politique, des entreprises, mais aussi de la société civile, des ONG, et particulièrement de la pensée systémique. On essaie de réfléchir sur les grands défis de l'humanité, avec un regard qu'en général n'ont pas d'autres organisations, un regard qui est à la fois et depuis le début holistique, c'est-à-dire une perspective qui part des interdépendances, de la réalisation que tout est interconnecté. On parle de la vie dans le titre de cette séance. En fait, on ne sait pas ce que c'est la vie. La vie est quelque chose de plus grand que nous, mais au moins il apparaît clairement, et depuis d'ailleurs toujours, dans plein de cultures humaines, on a cette compréhension du fait que tout est interdépendant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier depuis quelques siècles. Donc, ce regard sur les interdépendances, un regard à la fois sur toutes les échelles géographiques, donc du local au global, et sur toutes les échelles temporelles, donc du court terme, mais aussi et surtout du long terme. Et à partir de ce regard, qu'est-ce qu'a fait le Club de Rome et qu'est-ce que fait aujourd'hui le Club de Rome? Au début, ça a été créé donc par un homme d'entreprise qui était aussi un grand humaniste et un visionnaire, Aurelio Peccei. Et en fait, j'aurais tendance à dire, si je dois résumer ce qu'on fait, c'est quand on est bon, on pose de meilleures questions. C'est tout, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose en particulier pour illuminer nos points aveugles. Nous n'avons pas d'accès à la réalité, nous n'avons pas un accès direct à la réalité, nous percevons, nous avons des perceptions auxquelles nous donnons un sens à travers des cadres d'interprétation, dont on n'est pas toujours conscient d'ailleurs. Et certains de ces cadres d'interprétation nous ont fait construire, par exemple, l'économie que l'on a aujourd'hui, mais
tous ces cadres d'interprétation ont des points aveugles. Et certains de ces points aveugles ont révélé leur nature, leur caractère critique, révèlent leur caractère critique, particulièrement aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est. Donc on essaie de poser, sinon de bonnes, au moins de meilleures questions. Et en fait, ce qu'on a fait il y a 50 ans, avec la publication du rapport qui nous a rendu célèbre, « Halte à la croissance », en français, « The Limits to Growth », c'est poser une question assez incommode, que à peu près personne ne se posait à cette époque. Est-ce que la prospérité mène au collapse? Est-ce que le développement humain peut nous amener au déclin et au collapse des civilisations humaines? Question évidemment incommode, puisqu'il y a 50 ans, mais encore aujourd'hui, on était les cultures, disons, on va dire les cultures occidentales, étaient dans cette approche du progrès matériel, de la réalisation du destin de l'humanité à travers un progrès matériel chaque fois croissant, et donc ce progrès matériel axé sur une consommation chaque fois plus grande de ressources en tout genre, et en particulier de ressources non renouvelables. Et immédiatement, parce qu'on a posé cette question, on a été étiqueté comme des... on n'a pas reçu... ça n'a pas été très bien... Alors, la paradoxe, c'est que le livre a vendu des millions d'exemplaires, mais plein de gens ont dit, bon, c'est des prophètes de l'Apocalypse, il ne faut pas faire attention, en fait, ça va s'arranger, enfin, tous les problèmes dont ils parlent vont s'arranger grâce à la technologie et grâce au marché, etc. Donc, ne faites pas attention, prophètes de l'Apocalypse. Ce qui n'a jamais été notre intention, le livre ne contient pas des prophéties, aucune, mais même aujourd'hui, les gens parlent du Club de Rome, oui, parce que le Club de Rome s'est trompé, parce qu'il prophétisait ceci ou cela, ce qui n'est pas du tout dans le livre. Ce qu'on faisait, c'était essayer d'ouvrir le champ des possibles. Même si beaucoup de gens n'ont pas reconnu ça, parce qu'on a fait une simulation de scénarios pour le futur, et effectivement, dans plein de ces scénarios, l'avenir montrait une probabilité très grande de collapse, suite au fait de la combinaison de la consommation toujours croissante de ressources non renouvelables et la pollution dont l'expression la plus visible maintenant est le changement climatique. Mais dans certains scénarios, on était capable, dans ces simulations, de créer des situations dans lesquelles le développement humain serait compatible avec la planète, avec la finitude de la planète. Mais à peu près tout le monde a... Enfin, pas tout le monde, mais surtout à partir du changement de politique des années 80, cette possibilité a été ignorée. 50 ans après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en réponse à votre question, parce qu'on ne peut pas continuer à dire, bon, c'est une question, il faut du temps pour convaincre les gens de ce qu'on raconte. Il faut être un peu plus perspicace sur ça, en particulier parce qu'une inquiétude que j'ai et que l'on a aujourd'hui, c'est si on insiste à dire aux gens la catastrophe vient, si on continue sur cette rhétorique, on ne va pas accrocher les gens. On ne peut pas, disons, les civilisations humaines, il est temps de faire que les civilisations humaines, au lieu d'être construites sur nos faiblesses, et en particulier sur la peur et l'avarice, soient construites sur nos forces, et en particulier la curiosité, l'émerveillement et, permettez-moi de dire, l'amour. Et ça, c'est un changement de mentalité radical. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est d'un côté, on continue à produire des éléments pour les politiques. Cette année, on a créé, enfin ça a démarré il y a 1 an et demi, une commission de penseurs pour une pensée économique transformatrice, commission dans laquelle sont des gens comme Kate Raworth et Tim Jackson, que vous avez mentionné, qui sont collègues du club, et qui ont produit un rapport qui a été publié il y a quelques semaines, Earth for All, la Terre pour tous, guide de survie pour l'humanité,
qui essaie de répondre à la question quelles seraient les politiques à appliquer si on veut concilier donc les limites planétaires, au sens de Stephen et Rockström, d'ailleurs Rockström est un des co-auteurs de ce livre, de concilier les limites planétaires avec le bien-être de l'humanité. Donc, pour cette question, il y a en fait plein de réponses. On n'est pas les seuls à les produire, mais il y a plein de réponses. Dans notre cas, on met l'accent sur 5 aspects, 5 grandes dimensions. Les femmes, le rôle des femmes et des filles, donc l'émancipation féminine, si vous voulez, la transition énergétique, des politiques pour lutter contre les inégalités, des politiques pour favoriser l'agriculture régénérative comme un élément essentiel, l'alimentation, et une nouvelle conception du développement, de ce qu'on appelle le développement, parce que, ici, dans cette salle, on est dans une certaine démographie, mais la plupart du monde n'est pas ici. Ce qu'on appelait le reste du monde, il n'y a pas si longtemps, a toujours été la plupart du monde. Et en fait, il faut essayer de comprendre ce que la plupart du monde veut, et ils veulent des choses très diverses, évidemment, parce que la plupart du monde, ça recouvre des réalités très différentes, mais ça veut dire aussi se questionner sur, bien sûr, le rôle dans notre modernité d'aujourd'hui, le rôle de la colonisation et de la décolonisation et de la décolonisation des mentalités. Donc, si vous voulez, par rapport aux politiques, il y a des réponses, et on fait notre possible pour bouger les lignes à ce niveau-là. On participe aux événements multilatéraux, ce n'est pas facile, c'est même très frustrant souvent, mais on est là. Et à côté de ça, on se pose la question, qui est la question d'un autre livre que l'on a publié, qui s'appelle « Limits and Beyond ». Qu'y a-t-il au-delà des limites ? Qui réfléchit sur le livre originel et puis sur ce qui s'est passé depuis, mais surtout apporte des visions d'aujourd'hui sur le futur, avec des perspectives très diverses. Mais en particulier, ça pose la question, qu'est-ce qu'il nous faut pour apprendre ce que l'on sait déjà ? Parce que c'est ça le sujet, c'est qu'on n'a pas été capable d'apprendre, l'humanité est bloquée quelque part dans un vaste exercice d'apprentissage qui pose la question, qu'est-ce que c'est l'économie ? Pour une économie au service de la vie et du bien commun, qu'est-ce que c'est l'économie ? Qu'est-ce que ça veut dire le bien commun ? Qu'est-ce que ça veut dire le bien-être ? Qu'est-ce que ça veut dire le développement ? Et quand je dis apprendre ce que l'on sait déjà, c'est que apprendre, ça veut dire changer. Apprendre au sens profond du terme. Ça veut dire apprendre, c'est changer en fonction de ce que l'on sait. Et on sait plein de choses, et en particulier on sait plein de choses sur comment fonctionne la vie, et ce qu'il faut faire pour prendre soin de la planète, de la nature, des équilibres, des écosystèmes, qu'on n'utilise pas dans nos arrangements sociaux, parce qu'on continue à vivre dans cette fiction, mais ce sera toujours des fictions, mais en particulier cette fiction actuelle qui fait que, pour que le collapse économique n'ait pas lieu, ou n'ait pas lieu d'une manière trop dramatique, on est en train de brûler le futur. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que depuis une trentaine d'années, la croissance des actifs financiers est énorme, va beaucoup plus vite que la croissance du PIB. Donc même si on utilise le PIB comme mesure de production de richesse, discutable, mais bon, on voit que la croissance des actifs financiers augmente beaucoup plus vite, ce qui veut dire accroissement de la dette financière, parce que ces actifs financiers sont toujours des dettes, quelque part, détenues par certains, et dont d'autres sont des milliards de personnes sont créditrices. Et en fait, c'est ce qu'on a fait aussi par rapport à la crise de 2008, par rapport au Covid, et on continue à... Alors maintenant, on n'exploite pas seulement les relations entre les êtres humains et les relations avec la nature, on exploite le futur, qui bien évidemment est la moins renouvelable de toutes les ressources. C'est le temps des générations futures qui seront censées payer cette dette.
Donc ça veut dire qu'on a vraiment des questions essentielles à se poser de l'ordre culturel, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi maintenant au Club de Rome. Je dirige un programme qui s'appelle le 5e élément, et le nom du programme est évidemment délibéré, c'est une provocation. Le 5e élément, c'est quoi? Dans beaucoup de traditions, la plupart des traditions anciennes, il y a les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Les Chinois ont aussi le métal, mais ces éléments-là sont essentiels pour la vie, mais ne créent pas par eux-mêmes la vie. Il manque quelque chose d'autre, qui est le 5e élément, l'esprit, l'énergie vitale, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc cette provocation, c'est de dire, apprenons de la vie pour changer les mentalités, mais on ne sait pas comment. Parce que changer les mentalités, ça ne se fait pas par décret. Et pour nous, c'est essentiel, il y a quelques idées qui sont essentielles. Une, faire confiance à l'humanité tout entière, faire confiance à l'humanité de tout le monde. Parce qu'une des choses qui m'inquiète, c'est encadrer ce discours sur ce qu'appelait Aurelio Peccei la révolution humaine. En 1984, il appelait d'une révolution humaine, une révolution des mentalités. Mais si on encadre ça dans un schéma de eux et nous, dans un schéma de polarisation, ou même dans un schéma de « mais le problème, c'est l'humain ». Les humains, on est le problème sur la planète. Oui, enfin, on ne va pas très loin avec ça. Je veux dire, c'est peut-être vrai, d'ailleurs, on n'est pas en train de détruire la planète ni la vie, ne vous inquiétez pas pour la planète ni pour la vie, parce qu'elles survivront après nous. Ça, il n'y a aucun doute. On est peut-être, comme dit d'ailleurs enfin Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, on est en train de commettre notre suicide. Bien, mais pour éviter ce suicide, dire mais le problème c'est l'humain, le problème c'est les hommes, les êtres humains, les hommes et les femmes, parce que y en a trop, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont bêtes, ils sont têtus, ils ne comprennent pas qu'il faut changer, parce qu'ils votent pour Trump, etc. On n'est pas sorti de l'auberge si on fait ça. Ça crée plus de polarisation, ce qui favorise d'ailleurs les Trump de ce monde, et ça ne donne pas d'espoir. Et pour moi, il y a un point essentiel qui est le point, alors j'ai entendu mes collègues, et je suis essentiellement d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais il y a ce point de, Fabrice a parlé de transition de renoncement. Attention, parce que si tout consiste en une perte, si ce que je vous propose, c'est de perdre des choses que vous avez, et c'est comme ça, c'est vraiment ressenti comme ça par énormément de gens, y compris bien sûr les dirigeants, vous allez perdre des choses, à la fin vous avez, on est à Paris, donc rappelez-vous des Gilets jaunes, ça ne peut pas être le cadre d'explication du futur. À notre avis, le cadre d'explication du futur, ça doit être quelque chose de nouveau, une nouvelle synthèse dans laquelle on intègre nos capacités relationnelles, qui sont là depuis le début des temps, qui sont dans les cultures encore vivantes en Afrique, en Asie, qui sont dans Ubuntu, dans les cultures indigènes, ce concept de l'interdépendance, pour eux, ils n'ont pas besoin d'élaborer des thèses de doctorat là-dessus, ils la vivent. Vivons les questions, comme disait Rilke, essayons enfin, c'est un paradoxe que je dise ça à ce moment, mais essayons d'en parler un peu moins pour les vivre, ces questions, et donc faire ressortir ce relationnel, qui est l'essentiel de la vie, en fait. La vie, qu'est-ce que nous enseigne la vie? C'est que l'essentiel, c'est le relationnel, c'est les interdépendances. Mais à la fois, c'est une nouvelle synthèse, parce que ça ne peut pas être non plus une proposition de redevenons tous indigènes au sens de vivre. Enfin, il y a des gens qui font ça, c'est très respectable. Mais de nouveau, ce qu'on propose aux gens, c'est d'oublier tous les bienfaits de la civilisation moderne, on retourne à la case départ. Je crois aussi qu'on va les perdre.
Et là, et je termine là-dessus, il y a un élément essentiel dans toute cette manière de construire un autre cadre d'interprétation, qui est le concept de liberté, et de liberté humaine en particulier, qui est un concept un peu fourre-tout, et d'ailleurs tellement fourre-tout et tellement, on en abuse tellement qu'on appelle, entre guillemets, néolibéral, un mouvement de pensée qui n'est ni nouveau, ni libéral en fait, puisque les résultats sont là. Ce mouvement de pensée a créé une situation dans laquelle les opportunités pour la plupart des gens deviennent moindres et plus difficiles à réaliser que pour une toute petite minorité. Donc ce n'est pas du libéralisme. Le libéralisme, c'est créer plus d'opportunités pour tout le monde. Désolé. Alors, je lance, c'est une autre provocation. Donc, évidemment, ce dont on parle, c'est de changer le sens d'un changement culturel qui, d'ailleurs, est en train de se faire. Autre aspect pour nous fondamental, on parle d'émergence, on parle de nouvelles civilisations émergentes, parce qu'on croit que c'est déjà en train d'arriver autour de nous. En fait, plein de gens qui n'ont peut-être pas d'autre choix que d'apprendre quelque chose de substantiellement nouveau, sont déjà en train de s'organiser pour faire quelque chose de différent, pour essayer de nouvelles manières de vivre, et de vivre en communauté, et de vivre bien. Donc, il y a cet aspect de l'émergence. Et ma provocation, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de changer le concept de liberté, qui est aujourd'hui essentiellement un concept de liberté de consommer, la liberté de consommation, tous les choix, je veux pouvoir tout faire, voyager à l'autre bout de la Terre, etc., etc., pour un concept de liberté de création. Donc, en passant de la peur, et j'ai peur de perdre ma liberté de consommer, à la curiosité, à l'émerveillement, parce qu'en fait, on se rend compte que les limites, et là je finis vraiment, les limites, en fait, sont la condition pour la création. Si on reste dans une image qui est une image mécaniciste, mécanique, on a un réservoir fini dont on connaît la capacité, là on risque de tomber dans, vous savez, l'idée de la tragédie des communs, Garrett Hardin. Ce mouvement, Garrett Hardin était un écologiste au sens profond du terme, et c'est devenu aussi un raciste. C'est devenu quelqu'un qui était l'avocat de la fermeture des frontières aux États-Unis, et qui disait, mais le problème c'est qu'il y a trop de gens dans le reste du monde. Moi je dis, faisons confiance à l'humanité tout entière pour créer ce nouveau sens du mot liberté en tant que création. Merci. Merci Carlos pour cette très bel exposé à la fois de l'histoire du Club de Rome et puis des problèmes civilisationnels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors moi je retiens de votre présentation qu'on est face à un problème d'adéquation entre notre cadre d'interprétation et le réel, si tant est qu'on puisse se saisir de ce réel. Mais là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que, bon, ça fait une cinquantaine d'années qu'on accumule des ouvrages, on accumule des données scientifiques, on répète le même diagnostic, on identifie des leviers de plus en plus précis. Pourtant, le message ne semble pas passer. Alors, selon vous, quel est le principal point de blocage? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un livre de plus, qu'on sorte un graphique de plus, et c'est ça qui va faire basculer la direction, enfin changer de direction du bateau? Ou alors, est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose de plus profond? Est-ce que, je ne sais pas, enfin, dans les instances dans lesquelles vous participez, qu'est-ce qui vous semble être le point de blocage? Est-ce que c'est un problème de déni des élites? Est-ce que c'est un problème de déconnexion des enjeux? Est-ce que c'est un problème beaucoup plus basique de cupidité, d'intérêt capitaliste? Voilà. Quel est selon vous le point de blocage qui fait que malgré toute cette accumulation de connaissances, on en reste toujours là aujourd'hui? Un problème de libération des mentalités en fait, à tous les niveaux.
Et aujourd'hui, on construit au Club de Rome sur plein de sources d'inspiration différentes, pas seulement notre propre héritage. Dans notre propre héritage, il y avait déjà très tôt, il y a eu cette perspective sur cet aspect des mentalités. D'ailleurs, on a publié en 1979 un livre qui n'a pas eu malheureusement le succès de Halte à la croissance, mais qui aurait dû en avoir beaucoup plus, en fait, dont le titre est « No Limits to Learning ». Donc, formulation de notre défi comme un défi d'apprentissage. Mais aujourd'hui, on a, au sein du Club de Rome, aussi d'autres perspectives, et une particulièrement intéressante avec laquelle on construit, qui est le Black Consciousness Movement, le mouvement de conscience noire qui a été créé en Afrique du Sud. Vous savez à quelle année? En 1968. Donc, à peu près tout est arrivé en 1968. Et l'originalité de ce mouvement, qui a été dirigé par Steve Biko, assassiné par la police de l'apartheid, et par Mampela Rampele, qui est aujourd'hui co-présidente du Club de Rome, ils avaient 20, 22 ans, 23 ans, le petit groupe qui a créé Black Consciousness Movement. Mais ils proposaient quelque chose de vraiment révolutionnaire, qui était le changement des mentalités. Steve Biko disait, l'arme la plus puissante dans la main des oppresseurs, c'est the mind of the oppressed, la mentalité des opprimés. Et aussi, il disait, mais il faut aussi libérer les oppresseurs de leur propre mentalité. Mandela, qui était donc en prison, a construit une grande partie de son œuvre parce qu'il a réalisé que la prison la plus contraignante qui existe, c'est notre prison mentale. Donc imaginez-le, je disais, la liberté de créer n'est pas incompatible avec les limites. Imaginez Nelson Mandela, je ne sais pas si vous êtes allé à Robben Island pour voir la cellule. Bon, là, c'est des limites contraignantes pour de bon. Et pourtant, il a été capable de créer énormément de choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en particulier, c'est vraiment... ça me scandalise un peu, ça m'interpelle. Les dirigeants sont dans des prisons mentales, évidemment dorées. Récemment, à une conférence à Genève, le vice-président de BlackRock, donc plus grande entreprise du monde de gestion de fonds de pension, etc., disait, je suis désolé, alors il n'était pas du tout dans le déni, donc je ne crois pas que le problème aujourd'hui c'est le déni en soi. Cette personne n'était pas du tout dans le déni, il disait oui, c'est terrible ce qui est en train d'arriver et il y a de la souffrance et il va y en avoir encore plus. Et il dit, je pourrais dire, comme citoyen, je pourrais dire plein d'autres choses, comme vice-président de BlackRock, j'ai un devoir de conseiller nos clients, donc les fonds de pension, de ne pas bouger leurs investissements vers les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc., parce que c'est plus risqué que les investissements traditionnels. Voilà, la prison dorée pour ce monsieur, sans aucun doute, mais la prison mentale dans laquelle on est. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est comment sortir des prisons mentales. Et c'est... En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui le font, et c'est ça, qui réussissent à le faire, et c'est ça l'émergence. Merci Carlos. S'émanciper de l'esclavage mental, je crois que c'est dans Bob Marley d'ailleurs, dans Redemption Song, Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can control our minds. C'est ça. Alors on a un petit peu de temps pour les questions, on a beaucoup parlé. Alors il y a un monsieur là-bas, vous avez un micro normalement devant votre pupitre sur lequel vous pouvez appuyer. Oui. Bonjour, je vais parler près du micro. Donc, merci. Je m'appelle Jérôme Jublin. Donc, j'avais une question par rapport à votre propos, Monsieur Alvarez Pereira, mais qui s'adresse à vous quatre en fait, sur le côté mécaniste, pour sortir des prisons. Donc, ça, on pourrait parler aussi de la cybernétique qui est liée, et également donc des algorithmes finalement dont il a été fait peu allusion ici, mais qui est quand même
quelque chose qui risque qui conditionne déjà énormément ce que nous vivons et notre perception du monde réel, vous l'avez dit aussi. Donc ma question, en fait, elle est plus pratique sur, dans vos rêves les plus fous, quel serait un acte de transgression d'un dirigeant d'une grande entreprise qui permettrait justement d'être inspirant et de casser cet état d'esclavage moderne de la pensée tel que vous l'avez décrit. Cette question, c'est pour vous quatre. C'est juste un peu ludique, mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui se passe. Merci. Alors, je pense que ces questions, c'est peut-être Carlos ou Fabrice qui pourraient y répondre assez rapidement, parce qu'on a encore plusieurs personnes qui s'impatientent pour poser leurs questions. Donc, je vous laisse là. Je vais répondre avec la réponse que j'ai donnée à une de ces personnes qui rend réel ce changement de mentalité, c'est sortir des prisons mentales. Elle s'appelle Karima Kadaoui et elle a créé à Tanger, au Maroc, la fondation Tamkin pour le développement humain. Et elle pratique une question qui est la suivante. Imaginez qu'il y a la question du miracle. Imaginez que pendant que vous dormez, le monde a changé complètement en accord avec vos désirs les plus profonds. Mais vous ne le savez pas parce que vous étiez en train de dormir. Donc, vous vous réveillez, vous sortez de chez vous le jour suivant. Comment vous rendez-vous compte que le monde a changé? Et je lui ai répondu, ma question, et donc ça répond à la question de monsieur, je lui ai répondu, peut-être que ce serait bien d'écouter les dirigeants reconnaître qu'ils ne savent pas quoi faire. Reconnaître qu'ils sont perdus, paumés, comme à peu près tout le monde, reconnaître que ce qu'on a devant nous, c'est un vaste exercice d'exploration, au lieu de prétendre avoir des solutions, et donc de rester emprisonnés dans cette manière de penser, et bien sûr de nous emprisonner tous dans cette manière de penser, reconnaissons qu'on ne sait pas quoi faire, et essayons d'explorer ensemble. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, avec le pull noir. Oui. Avec le micro, si vous pouvez. Ah oui, super. Ah, génial. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était passionnant. Moi, j'aimerais bien ressortir avec un consensus, enfin, c'est un peu terre-à-terre et naïf, mais j'aurais voulu savoir si les 5 piliers proposés par Monsieur Bonifay de la transition, j'ai plus le mot en tête, mais du renoncement, voilà. Donc j'ai bien compris que pour M. Alvarez, c'était plutôt, il y avait un souci sémantique et attention au mot renoncement qui peut faire peur. Mais est-ce que fondamentalement vous êtes d'accord avec ces 5 piliers qui sont quand même très concrets et qui nous aident à avancer? Et même question pour M. Parikh. Merci beaucoup. Oui. Un peu plus, enfin, à part de dire oui. Je crois que ce que Fabrice et ses collègues du Shift Project sont en train de faire, c'est très important de faire évoluer. Donc, je disais, on ne sait pas quoi faire, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Je me disais avant, on sait beaucoup plus sur le vivant et comment faire et comment prendre soin du vivant que ce qu'on utilise dans nos arrangements sociaux. Donc oui, mais je mettais simplement l'accent sur le fait que, et je ne parle pas de créer un récit positif banal, en disant mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Alors en particulier, je suis très d'accord avec le commentaire que vous avez fait sur les technologies, comme si les technologies allaient tout résoudre, etc. C'est faux, je suis d'accord. Donc, il ne s'agit pas de construire un récit banal pour les gens, il s'agit plutôt de nous inviter tous à créer quelque chose d'autre, et dans ce sens-là, de créer de l'espoir. Très bien, merci. Alors, on a le temps pour encore 2 questions. Donc, il y a monsieur à gauche, oui, voilà. Et puis ensuite, monsieur devant. Du coup, moi, c'était une question vis-à-vis du pouvoir, parce qu'on avait parlé des freins à un changement. Et je pense que quand
J'aimais bien la métaphore de la montagne qu'il faut aussi dans un sens inversé. Et quand on voit le pouvoir aujourd'hui, ben on a les entreprises tout en haut. On peut se dire que les politiques sont très souvent au service des entreprises avec les décisions qu'elles prennent. Les citoyens qui sont rabaissés au statut de consommateur et même la nature, on pourrait se dire, qui est tout en bas et qui n'a aucun pouvoir, aucun droit. Et du coup, comment on inverse ça? Comment on fait en sorte que les citoyens reprennent le pouvoir, la nature aussi, dans un sens? Et après, une autre question un peu pointue. Quel est le rôle, ça n'a rien à voir, mais quel est le rôle des écoles de commerce dans un monde en décroissance quand on se dit que tout ça? Alors, pour la première question, moi, c'est là où je pense que la polarisation est très importante, déjà parce que nous sommes dans un monde polarisé. Hein, les 10% les plus riches sont responsables de 47% des émissions globales. Donc on ne peut pas parler de l'empreinte moyenne, on ne peut pas réfléchir de ces problématiques à l'échelle du globe. Ce n'est pas possible. Il faut retomber sur des catégories du Nord et du Sud qui ne sont plus géographiques, qui sont des catégories de classe. À partir du moment où on parle de catégories de classe, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des obstacles liés à une asymétrie de pouvoir. Et c'est là que moi je ne vois pas, oui, toute transition sera bloquée par des grandes entreprises, oui, toute transition sera bloquée par des gouvernements s'ils sont à l'emprise des grandes entreprises, et les blocages à l'intérieur de ces entreprises seront bloqués par les actionnaires, et à l'intérieur de certaines villes des communautés seront bloqués par ceux qui ont un intérêt matériel à bloquer cette transition. Et donc là, il va falloir parler, je pense que la question de la redistribution des richesses est primordiale. Donc d'utiliser des mots, le mot expropriation n'est pas un gros mot, de parler le concept de commun aussi, de se dire qu'aujourd'hui, la distribution de la propriété, pas seulement privée, mais de la propriété en général, ne nous permettra pas d'avoir cette discussion d'égal à égal sur un plateau de jeu. Et donc il va falloir se poser des questions d'économie politique radicale sur qui a quoi. Et donc ça, c'est sur la première des questions. Là, il faut faire face à cette polarisation et admettre que si nous n'avons pas réussi, donc, depuis les 50 ans du rapport Meadows, à entamer cette transition, et je suis complètement d'accord avec Fabrice, eh bien, il va falloir qu'elle change, essayer quelque chose de nouveau. Pour les écoles de commerce, alors oui, donc moi je me retrouve dans la situation un petit peu loufoque de parler de décroissance dans les écoles de commerce. J'ai un peu l'impression d'être un représentant de Coca-Cola dans une école de diète ou des trucs comme ça. Je me sens un petit peu mal à l'aise, mais les étudiants, alors c'est pas seulement la décroissance, hein, c'est l'économie hétérodoxe en général, c'est l'économie féministe, c'est l'économie écologique, c'est l'économie marxienne, c'est tous ces cadres de pensée en fait qui nous nourrissent notre créativité. Je disais, ah bah tiens, les inégalités, j'y avais jamais pensé en termes d'inégalité carbone. Ah bah tiens, la globalisation, j'avais jamais pensé en termes d'échanges non seulement monétaires, mais d'échanges de flux, de matière, des choses comme ça. Et les étudiants aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent. Ils ne veulent plus qu'on leur inculque le fonctionnement du capitalisme pour qu'ils deviennent les gentils petits dentistes à venir à chaque fois qu'il y a une crise. Oui, on va monter un taux d'intérêt, faire ci et faire ça sur un monde en feu. Non, ils veulent qu'on leur enseigne comment devenir des architectes d'économie, des architectes de nouveaux modèles d'entreprise. Et je pense qu'il faut les écouter et donc leur donner ce qu'ils veulent. Monsieur ? Merci Timothée. On va prendre une dernière question, mais très rapidement, parce qu'on va être mis dehors dans quelques secondes. Depuis tout à l'heure, on parle d'interdépendance. Excusez-moi, monsieur, je vais donner la priorité à la jeune génération derrière. On a un petit garçon qui a son micro. Je suis vraiment désolé. Bonjour, j'ai pas tout compris. Mais est-ce que pour vous, la guerre, ça a un impact sur la pollution? Un gros impact? Oui, oui, bien sûr. Donc la guerre, c'est... enfin, de nouveau, je suis dans la position de ceux qui disaient il y a 50 ans, on a un grand risque de collapse. La guerre, d'ailleurs, c'est une des guerres. Hein, en Europe, on entend que
Peut-être pour de bonnes raisons. On n'entend parler que de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle qu'il y en a plein d'autres sur la planète en ce moment. Et donc ces guerres, au pluriel, sont juste un signe vraiment extérieur, enfin évident du collapse, des fractures dans lesquelles on est. Et oui, c'est très mauvais pour tout le reste, y compris le climat, ça crée la crise énergétique, etc. Mais je reviens sur quelque chose qu'a dit Timothée, parce que, donc j'ai dit dans Earth for All, un des gros sujets, c'est combattre les inégalités et la redistribution des richesses. D'ailleurs, le livre a obtenu le soutien de Thomas Piketty. Mais en 2022, on ne peut pas ne pas se poser la question de comment en arriver là. Si on se dit le monde futur, l'année dernière, on a adopté un slogan au Club de Rome qui est « Global Equity for a Healthy Planet ». Donc, ce n'est pas des dimensions séparées. Le social et l'environnemental ne sont pas séparés. Je dirais le politique. Il faut l'équité pour la planète saine, pour une relation saine avec la planète, avec la biosphère. Mais la question que je me pose, que l'on se pose, c'est comment en arriver là. Parce que dans un schéma de confrontation directe, entre la majorité du monde et la minorité qui est dans ces prisons dorées, est-ce que ça nous amène à ce que l'on voudrait voir? Peut-être qu'il faut apprendre de l'histoire, en particulier de l'histoire européenne on va dire des 150 dernières années, pour essayer de réfléchir à comment arriver à cet objectif de répartition équitable d'une manière plus intelligente que ce qu'on a essayé jusqu'ici. Eh bien, merci. Eh bien voilà, pour une économie au service de la vie et du bien commun, condition nécessaire pour un monde de paix. On n'y est pas encore tout à fait, mais j'espère que comme moi, vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. Merci.